Mathilde, c'est la dernière là, ça y est, c'est la finale. Tu te rappelles, en septembre, l'équipe n'était pas bienveillante. Heureusement, on a pu compter sur Alice aux goodies. Asina pour les photos et le trombi. Quentin et ses trophées. Et Laura pour les partenaires. Manque de peau, elle voulait aussi participer au concours. Ouais, c'est vrai. On a mis quand même longtemps à faire démarrer la machine. Convaincre des partenaires. Motiver des candidats. Trouver les dates aussi pour que toutes les promos soient ensemble. C'était vraiment plein de rebondissements. On veut vraiment remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet. Merci aux géants des Beaux-Arts et notamment Alice Bruyant. Aux éditions Libelle, Estelle Bourgeon. Au Théâtre des Célestins et Didier Richard, ainsi qu'au Théâtre de la Croix-Rousse avec Amélia Boyer. À l'Auditorium de Lyon avec Sarah Brun. À l'Opéra de Lyon avec Maëlle Marical, Oxane Dutronc et Damien Groll. Et enfin, les éditions Tachel avec Lou Molgar. Je pense que sans tout ce beau monde, cela n'aurait pas été un aussi beau concours. Et sans oublier Cécile et Maurice à la club. Quentin leur a bien pris la tête avec le trophée quand même. Merci Carlos. Grâce à lui, on a une super scène ce soir. Trouver des sujets, ça n'a pas été facile. Oui, heureusement qu'il y avait la boîte à idées. Elle faisait un peu de tâche quand même au milieu de la rue comme ça. On peut remercier pour sa participation toute l'ENSAL pour ces magnifiques sujets. Surtout, pourquoi mon projet est nul. Celle-là, je sais pas qui c'est qui l'a mise, mais c'était vraiment une pépite. Bon, après, l'idée du triptyque de com, pas sûr que les gens aient compris. Et nos candidats, sans eux, ça n'aurait pas existé. Ils ont été tellement motivés. Ah ça oui, ils ont quand même accepté de faire de la respiration consciente avec Jules. Compter dans une salle pour s'écouter. De prendre de l'espace. Ils ont parlé de camembert normand. De l'herbe verte des Suisses. De croquettes pour chat. Mais finalement, ça les a beaucoup aidés. Ça les a tellement aidés que c'était compliqué d'en éliminer. Moi, je m'en rappelle, j'étais à Montclar, au fin fond des Alpes du Sud. J'écoutais les discours, je me disais « Ah ouais, quand même, il y a du niveau ». Lali et Clotilde, merci pour vos beaux discours. On salue Jean-Jean et Bouba. Et la deuxième épreuve, quelle idée ces chansons. Bon, on a tenté de trouver des titres reliés de près ou de loin à l'archi. C'était un peu tiré par les cheveux parfois. Oui, surtout la question de paysage avec Face à la mer. Merci à Louis de nous avoir par la même occasion éclairé sur les bébés otaries. J'aurais bien voulu voir ce qu'ils auraient fait avec Si j'avais un marteau de Claude François. Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ce que Jean-Luc, grand stressé de la vie, ne prépare rien du tout et y aille au culot. C'est le kéros, ça. Par contre, on retient qu'il a oublié de placer le mot tiré au sort. Rémi, Clément et Louise, merci pour votre beau discours. Rémi, tu n'es pas si vieux, même si tu parles du miséréré pendant 5 minutes. Clément, merci de nous avoir quand même rappelé la beauté de la simplicité de la vie. Et Louise, on espère vraiment que tu iras quand même à Capri. Et puis, pour la dernière épreuve, on a mis combien de temps avec Alice avant de trouver le sujet? Procès de l'architecture? Qui dira l'architecture? Joseph Belmont? Bah non, lui, il est mort. Ah oui, pardon. Bon, c'était pas une mince affaire, mais finalement... Le silence des archis. Arthur, c'est à toi. J'ai plus j'ai rien compris. Ah bah oui, let's go. Ah bah voilà. Parfait. Voilà le récit singulier d'une bouilloire, assez grande à ce que l'on dit, apparemment dans les tons bleus, dans un appartement du centre de Paris, et qui chante en fa quand on la met sur le feu. Du moins, c'est ce qu'assure un tout jeune enfant, qui se ravit chaque fois d'écouter l'engin qui bout, qui siffle et qui remue. Cet enfant, c'est Camille Saint-Saëns, il a déjà le don de la musique. Ce don-là, il me le manque. Je l'avoue, je l'ai voulu, envié, jalousé, mais imaginez seulement la chance que vous avez de me connaître sans lui. Voyez un peu ce que ça donne avec les autres arts. Quelques notes sur un piano, je suis Chopin, quelques vers et je me crois Verlaine, une huile sur toile esquissée et voilà que tout à coup je deviens Manet. Parce que, d'autant plus avec lui, parce que, oui, j'ai beaucoup de points communs avec Manet. Bah, la peinture, déjà.
tous deux dissipés au collège et au lycée, l'attrait certain pour le mouvement romantique, la syphilis. Enfin voilà, globalement, je pense que je m'identifie peut-être un peu trop vite aux grands artistes. J'ai commencé à prendre le melon en 6e. À cette époque, mes cours de français étaient dispensés par Madame Lazzaroni. Madame ou Monsieur d'ailleurs, la moustache était trompeuse. Un jour, avant de nous rendre nos copies, elle nous avait fait le commentaire suivant. « Vous ne savez pas utiliser la virgule, alors n'en mettez pas, je ne veux plus voir de virgule dans vos devoirs. » Et là, je me souviens très bien avoir eu cette réflexion. « Non mais t'inquiète, toi, tu sais l'utiliser, la virgule, tu peux continuer à en mettre. » Niveau estime de soi, on était déjà sur une bonne lancée. Rebelote en première, Madame Martin Boré comme professeur de français. D'ailleurs, maintenant, avec le recul, c'est assez effrayant de se dire que les vieilles profs de français me font tout un effet particulier. Ça semble déjà vu. On parlait de Montaigne, et bim, réflexion de ma part encore une fois. Non mais toi, un jour aussi, tu auras l'acuité des mots de Montaigne, et tout le monde pourra le dire. Déjà les prémices d'un ego bien armé. Au plaisir de ceux qui auront à me supporter si jamais je gagne ce soir. En tout cas, s'il fallait choisir parmi tous les dons, ce serait assurément celui du silence ou de l'humilité. Pourtant, est-il bien judicieux pour le métier auquel je me prépare? Aborder le silence, c'est aborder la posture, celle que les architectes ont dû, doivent ou devront avoir. Un architecte silencieux est bien trop égoïste, car nous avons trop appris pour avoir l'humilité dans nos âges tendres de nous plaire. Alors si, il y a bien un sujet, ou plutôt une question, à laquelle vous vous devez de ne répondre mot. Alors toi, t'es plutôt architecture d'intérieur ou d'extérieur? Là, vous pouvez vous taire, avec un silence très malaisant de préférence. Aussi parce qu'un architecte silencieux est un architecte qui ne transmet pas. Imaginez seulement ce que serait la discipline architecturale sans tous les ouvrages, les traités, les essais de nos contemporains, de leurs pairs et de ceux qui nous ont précédés bien avant. L'architecture serait alors et probablement un éternel recommencement où l'expérimentation individuelle serait bien loin d'offrir à nos yeux la richesse que nous lui connaissons aujourd'hui. L'homme créa le langage pour communiquer. Il est peut-être légitime de penser qu'il créa l'écriture pour transmettre. J'ose espérer que vous n'êtes pas architecte pour vous morfondre dans le secret le plus absolu de votre pratique, mais que vous préférerez livrer à vos prochains l'œuvre partielle ou complète de votre vie, vos doutes et vos avancées, dont vous pourrez assurément être fiers. En cela, je porte la conviction que notre discipline est bien plus qu'un métier, mais bien une notion, fille de la beauté, sœur de l'utile et de l'agréable, vers laquelle nous nous efforçons de tendre à force de recherches et de connaissances. Certains deviendront de grands architectes, reconnus pour leur génie humain, tandis que d'autres resteront petits, bêtes et ignorés. Mais qu'importe le talent, il est à chacun de prendre conscience de sa singularité et d'apporter le fruit de sa connaissance. Aussi parce qu'un architecte silencieux est un architecte qui sait apprendre. Replongez à présent dans vos souvenirs et ramenez à vos yeux les moments où vous restiez silencieux, penchez sur le dessin de vos plans ou face à un livre. Vous l'aviez, j'en suis sûr, le silence et la concentration monacale. N'était-ce pas là les moments où les mots n'étaient pas nécessaires? Vous pouviez, souvenez-vous-en, aborder dans votre tête les réflexions les plus denses, qu'à vous-même seul ne disaient les mots les mieux choisis, les refusant en fait, puis en trouvant d'autres, vous avanciez dans un plein état de conscience, nu de toutes les crasses du bruit. Noyez-vous la tête et devenez sourd du monde pour l'apprendre. Il est là, le pouvoir du silence pour l'architecte. Alors sinon, par rapport à mon dernier passage, j'ai reçu des compliments très agréables, je me sentais plus pissé. Et notamment, une personne m'a dit que, selon elle, mon discours avait été bien réalisé parce que j'avais réussi à la faire rire. Et que, toujours selon elle, puisque toujours selon elle, le rire est une émotion forte qui se traduit par une réaction corporelle directe. Alors moi, je n'ai qu'une chose à dire. Si cette personne se reconnaît, recontacte-moi, je t'en supplie. Non mais il y a un moment, je veux dire, après m'avoir dit ça, il faut que tu comprennes que j'attends toujours que tu viennes continuer à me draguer.
Mais enfin voilà, du coup, pour continuer à recevoir des compliments, je me suis dit qu'il fallait que je me renouvelle. Donc pour ce soir, toujours dans le cadre de ces émotions fortes, préparez-vous à pleurer. Alors, j'ai fait mes recherches et apparemment, c'est pas si difficile de transmettre des émotions. C'est-à-dire que j'ai trouvé comment faisait Oprah Winfrey pour faire monter l'émotion chez les personnes qu'elle interview. Parce que oui, on est en interview là. Quand vous me donnerez vos avis, je me contenterai d'hocher mécaniquement la tête en pensant que ça ne m'empêchera pas de finir ma soirée en pleurant sous ma douche parce que mon rendu d'il y a 2 jours s'est mal passé. Mais du coup, ce qu'Oprah fait pour avoir son public au bord des larmes, c'est qu'elle laisse des temps de silence. Alors du coup, on va faire ça tous ensemble. On va penser chacun à son dernier test VIH positif et on va marquer un temps d'arrêt. Voilà. Alors maintenant qu'on est tous bien à fleur de peau, on va pouvoir continuer. Parce qu'au-delà du silence des architectes, j'aimerais plutôt aborder l'architecturalité du silence. Il est bien évident que le silence n'existe pas sans la notion de bruit, sans la notion de mots. Ce sont deux de ces grands concepts qui ne peuvent exister l'un sans l'autre. Un peu comme la vie et la mort, la Suisse et Cahuzac, Cannes et la fidélité conjugale aussi. Ah non, pas du tout en fait, ça marche pas ça. Oups, mauvaise pioche. Enfin quoi, j'aime à penser que l'équilibre entre la parole et le silence est primordial pour à chaque fois mettre en valeur le choix ou de l'un ou de l'autre. Céleste fille du poète, la vie est un hymne à 2 voix. Lamartine l'avait bien compris et son vers résume tout mon propos. L'amour de 2 êtres en devient une musique. Par leurs mots, et plus encore, seulement par leurs mots. Le reste, le bruit qui les entoure n'a plus aucune importance, juste ne compte que le silence transgressé quelquefois par les mots de leur hymne commun. Parce qu'il est bien là l'intérêt du silence, c'est de faire de la parole l'atout précieux de tous ceux qui comprendront l'or des mots choisis avec soin, des mots choisis avec une grande délicatesse, des mots qui seraient bien loin des yeux maladroits et des bouches ignorantes, des mots qu'on saurait reconnaître entre tous, des mots amoureux. Car il est bien difficile d'aller au-delà des sentiments et d'entacher le papier des sons qui sauraient être parfaits pour aller au-delà de l'embolie des mots coincés dans la gorge et dont seul le regard saurait être témoin aux yeux qui vibrent et au cœur qui bat. J'ai passé le stade d'être humble et de me taire, mais je veux moi aussi connaître le moment où je pourrai rompre adroitement, je l'espère, le silence et ne vouer que mes mots les plus beaux. Je ne parlerai peu et ne crierai point pour bien attendre la personne qui me fera écrire chaque matin les envolées de mes rêves. J'écrirai que je voulais que mes mots sonnent musique. J'écrirai qu'il faudra les lire à voix basse pour ne pas frustrer le silence apaisé. J'écrirai qu'un jour, je viendrai, ne l'oublie pas, glisser mes mains tout le long de ton dos, passer la nuit dans les vagues de tes draps et caresser doucement tous les plis de ta peau. Je viendrai poser mon corps chaud sur le tien, bercer ma paume sur le coin de ta joue, serrer lentement tes doigts croisés dans les miens et je veux tes baisers sur tout le flanc de mon cou. Je viendrai découvrir les courbes de ta peau blanche, sentir ton cœur battre la chamade dans l'effort, nouer mes bras tout autour de tes hanches pour t'aimer dans le silence des 1000 entrelacs de nos corps. Il y a des responsabilités comme ça. Cher Arthur, dites-moi, lorsqu'un architecte est silencieux, cela signifie-t-il que sa posture est muette ?
Ça peut. Mais comme ça ne le peut pas, quand on était à Bâle, Madame Barès-Coquet et son mari discutaient sur le campus de Vitra d'une architecture muette. Alors moi, je n'avais pas encore la notion, mais en tout cas, ça se voyait qu'eux, ils se comprenaient et qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, je l'avoue, un architecte silencieux ne veut pas dire que sa position est muette. Merci. Arthur, je suis sans voix. Et bah déjà, j'espère que tu arriveras à pécho avec ce discours, parce que ça en vaudra la peine. Et du coup, tu nous parles beaucoup d'amour. Est-ce que tu nous parles d'amour pour l'architecture aussi ? Tout dépendra de la note que j'ai eue au pré-rendu, je pense. Arthur, vous nous dites que l'architecte silencieux ne transmet pas. Mais est-ce bien vrai ? Je ne sais pas si vous avez lu Composition, non-composition de Jacques Lucan, mais il rappelle la façon d'enseigner du 19e siècle en atelier. Et il raconte des témoignages en fait, de maîtres. Vous savez que le maître passe en atelier une fois par semaine et fait des petits hochements de tête. Et après, le plus vieux de l'atelier fait la traduction pour les plus jeunes. Voilà. Donc finalement, il transmet, mais par le geste. Voilà. Ou la correction aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que ce modèle, du coup, a tendance à se répéter. On a des profs qui ne parlent pas beaucoup, ça nous aide pas tellement. Mais bon, il faut apprendre par l'échec, je suppose. Mais bon, quand même, quelques remarques à l'oral, ça aide toujours bien pour s'exercer. Donc, merci. Déjà, par rapport à ce tableau, on parle de nature morte. Et en Belgique, j'ai jamais aimé les natures mortes. Et un jour, je vais une exposition en Belgique et une de mes amies me dit nous, on ne parle pas de nature morte, on parle de nature silencieuse. C'est magnifique. Et là, j'ai aimé. J'ai aimé. Donc là, maintenant, j'aime, en fait. Mais avant, j'aimais pas. Voilà, donc la question, vous parliez tout à l'heure, l'importance des mots. Les mots qu'on dépose sur ce qu'on voit, en fait. Et ça, c'est vraiment très important. Donc la question aussi de la contemplation. La contemplation, est-ce que ça ne serait pas une opportunité, en fait, d'écouter ces silences intimes ? Parce que quand on vous écoute, vous écrivez de la poésie, on est dans ces silences qui sont très parlants, en fait. Par rapport à la contemplation. Vous m'ôtez les mots de la bouche, vraiment. Désolée. Mais ce n'est pas grave. Vous en faites pas. Je ferai pas une poupée vaudou en vous plantant des aiguilles. Non, peu importe, vraiment, tant mieux. Non, c'est très important ce que vous dites à voix basse. Allez-y, j'ai pas entendu. Redites. C'est à vous. Oui, la contemplation du silence, j'y crois fermement, que ce soit dans les relations humaines ou devant des natures silencieuses. Alors, j'ai bien compris quand commençaient les vers de Lamartine. J'ai pas compris quand ça finissait. Il y a le mot embolie dedans. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as mis ou Lamartine. Alors, ma question pourrait être qu'est-ce que ça veut dire embolie ? Mais j'ai pensé une autre question. C'est super long le truc de Lamartine que tu as récité. Hein, ça allait jusqu'au bout, jusqu'à la fin ? Oh mon Dieu, non, me dites pas ça. Après, ils vont tous me dessécher. Je vais prendre un égo monumental. Non. Je ne sais pas ce qu'était de toi ou de Lamartine. Et je me suis dit, par raison, le silence de l'architecte, si tu es architecte et que tu te prépares à devenir architecte, j'aimerais savoir, quand tu es tout seul, tu récites du Lamartine ou tu sais faire du silence ? Parce que je me suis dit qu'avec un quart d'heure de Lamartine,
sauf en se lavant les dents, mais le reste du temps, ça devrait le faire. Est-ce que tu appliques le silence parfois, ou est-ce que tu récites du Lamartine super long comme ça par cœur? Alors, le vers de Lamartine, c'est juste Céleste fille du poète, la vie est un hymne à deux voix, et quand je suis seul, je lis Lamartine en silence. Donc c'est toi qui as mis embolie? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, l'embolie, ça fait rapport à une obstruction. Alors, on parle d'embolie dans les artères, il me semble. Mais bon, c'était pas très poétique, alors je l'ai changé de contexte. C'est très joli. Merci. Merci Arthur. Nous allons maintenant accueillir Louis Bruno sur le même sujet, le silence des architectes. Silencio! No hay bandas. Il n'y a pas d'orchestre. Murs, ville et port, mer grise où brise la brise, tout dort. T'en souvient-il? Nous voguions sur le silence, sous l'onde, par-delà les cieux, dans ces éthers infinis qui t'effraient déjà. Le monde se tait. Et parce que nous sommes où vous savez que l'on est actuellement, il s'agit de prendre une position. Et dans cet univers glacé, soumis à la force et à la grâce, en tant qu'architecte, nous pouvons nous taire, mais nous ne le devons pas. Ah ça, c'est un peu court. Jeune homme, on pourrait dire « Oh Dieu, bien des choses ». Mais en changeant le ton, par exemple, tenez, l'épreuve mythique du concours d'éloquence, la plus grande et la plus belle, c'est le débat. Vous n'avez pas voulu y participer? Je vous y contrains, je vous défie. Sortez vos mots, aiguisez vos flammes et affrontez-moi. Vous soutenez que l'architecte peut se taire mais ne le doit pas? J'affirmerai le contraire. L'architecte ne peut pas se taire et il le doit. Les flammes de vos yeux sont déjà bien assez aiguisées. Vous passiez dernière et on dit que les derniers sont les premiers. En vous frottant à moi, vous vous y piquerez. En garde, est-ce qu'on peut me passer un micro, s'il vous plaît? Merci. L'architecte peut se taire. Et c'est complètement incroyable de la part de personnes dont, vous le savez tous, la volubilité est inarrêtable. On en a des exemples partout autour de nous, là, juste devant vous, et à la bibliothèque de l'école aussi, où certains auteurs se sont complus à rédiger encore et encore. Et il y a un moment où on comprend assez vite que 1m83 et les autostrades et 1m83 et 1m83, ça prenait pas autant de livres, mais soit. Et donc, l'architecte, là on peut reparler, l'architecte doit pour autant parler, il doit s'exprimer. Pourquoi? Parce que s'il a la capacité de se taire, je ne sais plus où je voulais en venir. Ah oui. Spontanéité. Oui, en fait, l'architecte arrive très bien à fermer sa gueule quand il le faut. Quand il est en panne d'inspiration, mais aussi en noyant sous un débit interrompu les seules informations ou alors les choses qui ont de la valeur. Et à ce moment-là, ce n'est pas un mensonge par dissimulation, mais c'est une omission par accumulation. Moi, je crois au contraire que l'architecte ne peut vraiment pas se taire, parce que quand on le prive des moyens de communication classiques comme la parole, alors il invente un cours. Il se dit que, et si on faisait jouer les étudiants au théâtre, mais ils ne pourraient pas parler, ils joueraient qu'avec leur corps. Vous inquiétez pas, on était habillés tous de noir vêtus, on est quand même des architectes. Et on ferait ça au TNP à Villeurbanne, ce serait super, se dit un jour Chantal Dugave. Et alors,
ça a apporté ses fruits, parce que 2-3 ans plus tard, on a une prévention qui maîtrise merveilleusement bien un exercice théâtral que Jules nous a fait. C'est le compte-écoute. Alors, vous allez très vite comprendre les règles, parce que j'espère que mes potes vont réagir, et vous pourrez suivre ensuite. 1, 2. Vous avez perdu, vous l'avez dit en même temps, mais c'est bien. Si on continue un peu, on pourra aller plus loin, mais on n'a peut-être pas forcément ce temps-là. L'amphi est bien rempli quand même. Donc voilà, et quand on lui coupe encore un nouveau moyen de communication, comme de ces jeudis matins en amphi, de 8h à 10h, un lendemain de soirée beauf, repose en paix, soirée beauf, où l'ennui nous gagne, un petit peu fiévreux, un petit peu brumeux, et on se met à saisir de son stylo et à dessiner le coin en haut, à gauche d'Amphi. Celui-là même, vous le voyez, et on regarde son caisson, on observe la façon dont le béton se branche, s'articule avec la baie, et on en dessine les lignes droites dans la perspective, en rageant un peu d'avoir une 9 au S1. J'en ai des dizaines d'exemples dans mes cahiers, dans tous mes cahiers. Alors vous auriez pu me dire, ça ne serait pas arrivé si tu tapais sur un clavier comme tout le monde. N'en déplaise aux homo Apelus, si Palasma a parlé de mains qui pensent et pas de doigts qui pensent, c'est bien pour une raison. Parce que, perso, quand je laisse mon doigt penser en public, je m'encours quand même 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Chloé est actuellement endettée à hauteur de 5 millions d'euros personnellement. Elle prend les dons en Lydia au 06 68 08 74 20. Voilà. Personne n'était Miller dans la salle, on l'espère. Sinon, c'était le moment de le dire. On fera les comptes après, du coup. En parlant de compte, connais-tu l'adage qui dit que le mathématicien déteste le physicien et le physicien déteste l'ingénieur qui lui-même déteste l'architecte? Pourquoi cette pyramide de détestation? Eh bien, tout cela parce qu'on a une capacité croissante à ne pas savoir se taire quand il le faut. Par exemple, prenons un exemple tout à fait concret. L'architecte lui-même, sur un chantier, tel une oie casquée, s'égosille à expliquer à chacun des membres son métier. Et alors il va voir le menuisier et lui dit comment menuiser. Il va voir le couvreur et lui dit comment couvrir. Il va voir le conducteur et lui dit comment conduire. Jusqu'à aller voir l'architecte et à lui dire comment architecturer. Mais non, monsieur l'ABF, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Vous n'avez donc rien compris à l'architecture. J'aurais aimé te voir en visite de chantier pour le stage et savoir qui t'accompagnait. Tu sais ce qu'il dit, Jules, sur les ABF et le professionnalisme avec les casques? Je le sais, le casque, c'est pas professionnel. Donc juste une oie. Mais pour autant, je retrouve le fil de notre débat. Hein, il faut quand même qu'on le reprenne. Mais je me suis rendu compte en cours de route qu'on va droit dans le mur. En fait, on fonce dans un écueil. Pour la pure et simple raison que le français n'a pas assez de mots précis pour expliquer ça. Ou en tout cas, on va prendre plus de temps. Tu es alsacienne? C'est vrai. Et vous savez le grand déjà... défaut, paraît-il. Le seul. Vous savez tous que j'adore les langues vivantes, et l'allemand en particulier. Et l'allemand a quelque chose de formidable qui est la modalisation par bipartition syntaxique. Ou alors c'est l'inverse. Mais ça veut juste dire qu'il y a 2 verbes pour dire pouvoir. Le pouvoir qu'on est en capacité d'exercer et le pouvoir qu'on a le droit d'exercer. Et il en va de même pour le devoir moral qu'on s'impose et le devoir qui est le règlement des études. Et oui, donc... Scheisse. À dire, c'était un bon argument. Il n'y a que ça à dire. Mais l'architecte, donc, ne doit pas se taire. C'était la question du silence qui était en jeu et qui a été abordée. Et on se rend compte que le silence, en tout cas quand on fait un peu de musique, c'est lié directement à la respiration. D'ailleurs, ça s'appelle un soupir. Et là, actuellement, ça marche aussi avec la parole, parce que si je suis plus en train de respirer, je vais très vite devenir bleu et tomber devant vous. Et en fait, ma cage thoracique est plus résistante que ce que je pensais. Ça m'aurait aidé pour le concert de chorale la semaine dernière, où vous savez que c'était un peu plus compliqué. Mais, il a roté pour tout le monde. Voilà. Ce fameux silence où les anges passent. Vous avez forcément des repas de famille où un oncle, un père, un frère, un fils, un daron quelconque ou un cousin, n'importe quel en fait parent de sexe masculin, aura dit qu'on l'attrape en parlant de l'ange. Et sinon, c'est juste que ma famille a des petits soucis. Mais actuellement, il faudra reprendre le fil, encore 2 fois. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Hein. Ok, t'as pas fini ta phrase, c'est pas grave. Du coup, je voulais rebondir à la fin de sa phrase, mais Marc Picarnet a coutume de dire, pour l'espace, qu'il n'existe par la tension entre 2 pleins. 1 +
plus 1 égale 3. Ça marche tout à fait pour le silence aussi. Il n'existe que parce qu'il est entouré de bruit, de sons. Par exemple, là, si je m'exclame, mon chuchotement paraîtra tout d'un coup bien silencieux. J'ai oublié la suite de ma phrase. Tadao Ando, il conceptualise ça aussi avec l'espace. Il dit qu'il n'est pas vide, bien au contraire, il est tout à fait habité et qu'il ne faut pas forcément chercher à le combler. Et c'est tout à fait pareil avec le silence, il ne faut pas forcément chercher à le meubler, à le combler et à le vider. Il est peut-être en fait beau comme ça, et beau dans sa présence. Et en fait, il peut être tout à fait consistant. Et par exemple, je prends un exemple beaucoup plus trivial, mais est-ce que vous voyez les machines à laver, genre leur vrombissement qu'on entend seulement quand ils s'arrêtent, parce qu'on retrouve le vrai silence? C'est tout à fait ça aussi, le silence, le vacarme des mots. Et dans le vacarme où on vit en fait de manière générale, Veil a pu le décrire comme étant une des plus grandes difficultés de l'être humain à gérer, qui est qu'on a besoin d'un silence chaleureux et que ce qu'on reçoit, c'est un tumulte glacé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se taire. Ah bah, si on a le droit de changer d'avis, dans ce cas, je dis que non, effectivement, il faut absolument pas se taire. Imagine-toi, toi, t'es arrivé en L1, t'étais tellement pardon, à droite et hétéro que t'osais pas tourner à gauche pour aller quelque part. Tu faisais un détour. Et moins d'un an plus tard, un jour, pendant le mouvement contre la loi Elan, je reçois un appel. Allô? Oui, c'est Louis. Bah, qu'est-ce que tu fais, Louis? Pourquoi tu m'appelles? On est en pleine journée. Bah, toi, qu'est-ce que tu fais? La G a commencé depuis 5 minutes. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, la loi Elan, c'était école morte. C'est un peu comme Nuit debout, sauf que c'était journée couchée. Et donc, je dis que non, l'architecte ne doit surtout pas se taire, et surtout pas s'il est engagé, parce que déjà, ça t'a permis de changer d'avis. Et aussi, d'ailleurs, je suis un peu dans ces périodes troublées d'entre-deux tours. Je me demande pourquoi il n'y a pas de stickers politiques dans les toilettes, et je suis un peu surprise, voire même un peu déçue de votre part. Donc voilà, comme quoi l'architecte, c'est aussi se taire, et surtout c'est sur ses convictions politiques. Enfin, pas moi, vous l'aurez compris. Mais quand tu te tais, il y a quelque chose qui est biaisé dans tous les cas. C'est que tu te tais, mais autour de toi, les gens parlent. Et quand tu te tais, tu consens au bruit du plus fort, au bruit qui est majoritaire à ce moment-là. Alors qu'à partir du moment où tu prends la parole, en imaginant que c'est un ensemble musical, parce qu'on va développer la métaphore musicale, hein, et le tout est dissonant. Et en fait, ce que tu peux faire, le travail, c'est rechercher parmi toutes les fréquences dissonantes le rythme où tu peux appuyer, la note qui vient combler l'accord, la séquence ou la mélodie qui vont former de ce chaos disgracieux une harmonie audacieuse. C'est ça qui va avoir de l'intérêt. Et l'architecte, à ce moment-là, il se retrouve à la place, on va pas dire un créateur d'alliance parce que ça fait beaucoup, mais juste, il vient tresser des liens entre le maçon, le conducteur qui conduit, l'ABF qui est ABF. Ce que tu dis là, ça m'évoque un laïus un peu plus militant, que je m'étais interdit de faire jusqu'ici, parce que j'ai tendance à être prise par mes émotions quand je parle de ces sujets-là. Mais je pense que ça peut être aussi un beau défi aujourd'hui pour moi, et une belle occasion pour vous de vous en parler. Alors je me saisis quand même de mes notes, parce que c'est important, mais il est de mon devoir de vous confier ça aujourd'hui. Parler, c'est aussi écouter. Alors apprenez à saisir ces silences qui veulent dire tant. Entendez nos souffrances inaudibles, lisez dans nos regards invisibles toute notre souffrance, toute notre douleur, et peut-être qu'un jour, nos mots sortiront, peut-être, et que vous serez prêts à les recevoir, aussi violents qu'ils soient. Le silence, lorsqu'il est contraint, est lourd, de rancune, de douleur et de blessure. Mais lorsqu'il est voulu, parce qu'on est prêt à parler, parce que personne ne saura répondre, ou parce que c'est indicible, alors il doit être respecté et honoré comme de l'or. L'acceptation de nos conditions d'impuissante face aux puissants est aussi insupportable que nécessaire, car c'est elle qui crée la solidarité et la sororité. Celle-là même, cette espèce de compréhension mutuelle qui permet de nous dire, en un regard, en un souffle, en un silence, en une présence, moi aussi, je sais. Et si quelqu'un ce soir a besoin de l'entendre, je vous le dirai. Moi aussi, je sais. Moi aussi, je me suis tue. Mais voilà, debout, droite, et je vous parle. C'est pas le fin. Du coup, après ce moment de gravité, on se proposait d'observer encore un peu de silence avant de retrouver plus de légèreté au Laker. Donc voilà, juste un moment.
Et si tu crois que j'ai plombé l'ambiance? C'est faux. C'est juste une prose, un récit. Un petit porte-à-faux. Et si tu crois que je t'oublie? Écoute, c'est juste une pause, un répit. Avant le diplôme, c'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé. On a des complices dans l'amphi qui devaient chanter, mais je vois que c'est des gros lâcheurs, donc... Je vous propose d'arrêter l'humiliation ici. Du coup, c'était elle l'étoile que j'avais trouvée. Voilà. Parce qu'il faut quand même le dire, je trouvais ça important. Du coup, là, c'est le bon moment de se poser la question, pourquoi il y a un concours d'éloquence ici? Genre, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Vraiment. Outre, c'est filmé en plus. Voilà, outre le fait que les concours d'éloquence dans les pratiques étudiantes de beaucoup d'enseignements... Par exemple à HEC, Sciences Po, à l'ENA et dans les facs de droit, des métiers où on parle donc. Complètement. Le métier d'architecte, on a aussi besoin de parler. On pourrait se dire, pourtant, les ingénieurs qui sont si proches de nous, un peu nos cousins germains. On les déteste quand même, on l'a dit plus tôt. Et on nous apprend à les détester. Et ça peut mettre les élèves, comme je pense à plein de doubles cursus, qui se retrouvent pris dans une situation de complète schizophrénie. Mais ça va bien se passer. J'en suis un aussi. Pardon, je voulais pas vous blesser. Voilà, c'est un message de soutien. Et oui, donc, pourquoi le concours d'éloquence au final? Est-ce que c'est juste Alex et Mathilde qui ont un peu trop de temps entre l'interrasso et qui se sont dit on pourrait faire ça serait sympa? Ou est-ce que c'est la preuve, encore une fois, que les architectes ne peuvent pas se taire ou ne doivent plus? On sait plus trop où on en est, je pense. Mais également, est-ce que c'est pas l'occasion de recréer du lien dans une école, dans des promotions, dans le fonctionnement d'une institution qui a peut-être été complètement disjonctée à cause du Covid, à cause d'autre chose. Enfin, à dire avec, à contextualiser les paroles suivantes. Il y aura de la tristesse, de la nostalgie, mais quelque chose de très léger, parce que je mange à ma faim, je suis en paix avec moi-même et je vis dans un pays qui l'est autant. Il y a Suzanne Monod qui m'encadre pour le PFE. Et le temps est passé vite et ça nous a coupé un peu d'une période de notre vie qu'on n'espérait pas forcément finie. Et là, on se retrouve forcé, poussé vers la sortie. Et on a oublié de rencontrer les gens qui étaient autour de nous, de mieux leur parler, que ce soit les amis qui nous étaient proches et dont on s'est éloigné, que ce soit des personnes remarquables, d'âges différents qu'on aurait pu et qu'on aurait aimé connaître. Et j'ai l'impression d'être devenu le Master 2 trop con qui m'horripilait au bar quand il commandait des pichets et qu'il avait part de sa carte conso et qui payait avec des pièces rouges. Mais l'école, c'est le lieu de l'éducation, c'est le lieu de l'enseignement. Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'instances devant nous, enfin, de représentants de ces instances. Et cet enseignement, il est pétrifié dans ses murs et il s'incarne dans quelques personnes. Mais il y a un paradoxe dans l'enseignement autour de l'éducation. C'est que le seul enseignement qu'on acquiert réellement, c'est celui qu'on fait par nous-mêmes. Mais tout enseignement est obligé de reposer sur un socle de connaissances, de s'inscrire dans une culture, dans des traditions qui sont transmises, dans des démarches qu'on va nécessairement reproduire. Et moi, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'apprendrais pas autrement que par moi-même. Alors, on parlait de melon, là, ça fait un peu pareil. Mais je vais pas vous enseigner non plus ça, parce que ça aurait pas de sens. Mais juste pour dire qu'on a eu de la chance d'être ici, au final, parce qu'on avait cette liberté d'expérimenter à côté et d'apprendre par nous-mêmes. Et comme on dit à 7, j'ai tellement construit que je me suis un peu construit aussi. Et avec toi, Chloé, avec vous maintenant, on rajoute un petit bout de brique d'adobe, en terre crue du coup, à ces souvenirs et à cette construction. Et avec beaucoup de plaisir. Merci. Je trouve que ça fait un peu écho à ce que nous disait Lali à la première épreuve. J'espère que Lali, tu nous regardes, mais quand elle est en Zoom, normalement. Mais qu'elle nous disait que le comble pour un architecte, c'était de s'ennuyer. Je crois qu'en fait, c'est très vrai dans un métier aussi complet et aussi complexe que le nôtre. C'est très dur de s'ennuyer. On peut faire des choses différentes chaque jour et aussi toute notre vie. Mais quel autre métier permet à la fois de parler aux gens, de parler des gens, de faire de l'espace, de parler d'espace, de parler déjà, alors que de construire, de dessiner, de réfléchir, de technique, de penser, d'expérimenter. On peut faire tant de choses et choisir notre voie, que je pense que c'est un très beau métier et très complet. Et que là, tout de suite, tout ce qui me manque,
c'est une gorgée de petits Coca-Colas, tous ensemble, de l'écouter frétiller, les petites bulles, les pieds dans le sable, les doigts de pied en éventail. C'était le mot qu'il fallait placer. On va pouvoir conclure. Pardon, je m'égare. Donc la conclusion, c'est après un tel ping-pong verbal, je dois dire que tu ne m'as pas déçu, loin de là. Et donc je tenais... Plus, hein, il faut le dire. Voilà, on s'excuse un peu pour le grabuge engendré par notre prestation, mais l'occasion était trop belle pour ne pas être saisie, parce que vous, chers autres concurrents, vous allez pouvoir revenir l'année prochaine, ou celle d'après, ou celle encore d'après, venir vous amuser sur cette scène et prendre ce plaisir qu'on a pris là maintenant. Mais nous, normalement, c'était la dernière occasion, la dernière fois, normalement. Si vous nous voyez l'année prochaine... Ça sera pour la HMO, peut-être. On a espéré que vous avez apprécié autant que nous cette édition du concours d'éloquence, et on va retourner dans le rang avec attention, écouter avec attention nos camarades, mais d'abord, merci Louis d'avoir été mon partenaire ce soir. Merci le jury d'être venu jusqu'ici nous écouter. Merci le public d'avoir été très bien, sauf les potes du fond qui n'ont pas chanté. Merci les personnes en Zoom. Merci à l'équipe technique, Carlos qui nous a autorisé à répéter cet après-midi, et Dieu sait qu'il fallait. Merci à Mathilde et Alex pour l'organisation de ce concours. Et cette conclusion n'étant pas très conclusive, je me permets à Louis de demander 3 ans plus tard quel est le mot de la fin. Merci. Wie geht's, Chloé? Bitte. Un tout petit conseil pour démarrer. Soit vous prenez des leçons de chance, soit vous renoncez. Ensuite, merci pour cette oraison funèbre, ce testament, cette pavane pour des études défuntes. Hommage qui nous touche... très sincèrement, même si nous ne sommes pas ordonnateurs de pompes funèbres, parce que je me permets de vous rappeler que éducons n'est pas une insulte. Donc, partant de cette réflexion et de ce nouveau constat, je vous rappellerai que vous avez commis 2 transgressions. D'une part, vous agressez les ABF dont nous avons une ancienne représentante parmi cette assemblée. Donc, je ne saurais trop vous conseiller, en prévision de votre PFE, de vous faire désormais discret vis-à-vis de cette corporation à laquelle vous pourriez peut-être adhérer un jour. Bien. Deuxième transgression, et elle me touche plus particulièrement en tant que directeur des études. Vous avez transgressé le règlement. Que dois-je faire? Vous sanctionner, vous exclure, convoquer une commission disciplinaire? Non, je vous rassure. Je vais simplement vous poser une de mes questions idiotes qui ne servent pas à grand-chose, sauf à faire résonner ma voix. Ce serait quoi pour vous le vacarme de l'architecte, tout en vous remerciant de votre prestation? L'image du chantier est la première qui me vient à l'esprit. Mais le vacarme, on n'est pas obligé de l'entendre. Ça peut être juste un phénomène mental d'agitation. Tout le monde sait le soir quand on va se coucher et qu'on se retourne dans son lit désespérément et qu'on pense à plein de choses de la journée. Et le bruit est peut-être l'image qui l'illustre le mieux, parce que c'est la perturbation, le déplacement de la perturbation de pression dans l'atmosphère d'une onde sonore. Et ça nous compresse le cerveau. J'ai pas fait médecine pour une bonne raison. Tu veux dire un mot sur le vacarme ? Quelle difficulté de répondre après ces si beaux mots. Qu'est-ce que c'est que le vacarme de l'architecte? Déjà, c'est une expression que Louis a choisie dans ce texte, donc je suis un peu outrée de devoir y répondre, mais qu'est-ce que c'est que le vacarme de l'architecte? Peut-être c'est justement aussi cette multitude de choix qui s'offre à lui à l'arrivée d'avril de sa dernière année, et comment choisir ce qu'il a envie de faire en septembre, et pour plus tard, et pour bien après, parmi cette envolée de choix. Et est-ce qu'on veut être celui qui engueule l'ABF ou celui que l'ABF engueule? Je ne sais pas, mais c'est ça, je pense aussi. Avant de donner le micro à la réponse des ABF, c'est logique, je vais lui laisser le temps de préparer la répartie.
Alors moi, je sais que vous savez, que nous savons tous, que en termes de réactivité, il aurait été facile de ma part de dire que nous aussi, on sait faire comme vous, et donc de dire que c'est Eric qui posera ma question, c'est dans le cadre du dialogue comme ça. Non, ma question est beaucoup plus technico-administrative. J'ai un problème, et c'est pas la première fois, c'est-à-dire que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une prestation, il faut pouvoir il y ait une évaluation individuelle. Et alors, déjà que j'ai le problème dans cette école, assez systématiquement, de déroger à l'évaluation individuelle, et vous allez encore m'obliger à mettre une note de groupe. Alors, je voudrais savoir si vous avez une solution pour que je ne me fasse pas encore engueuler par la direction des études et de la formation, parce que, encore une fois, même à 19h passées, j'aurais mis une note collective. Alors c'est 14, on est d'accord, c'est 15 quand les délégués sont sympas, mais qu'est-ce que vous me proposez comme échappatoire pour ne pas vous mettre une note collective? Il faut à ce moment-là qu'on puisse individualiser la sanction. Qu'est-ce que vous proposez? Réponse égoïste, c'est moi qui ai le risque de me lever, donc je devrais avoir une meilleure note que Louis. Un point de plus. Pas de réponse sympa. Mais j'ai pas de réponse sympa. Et un point de plus encore pour moi, parce que on est avec Laura les premières femmes en finale du concours d'éloquence. Et je pense que ça se souligne aussi dans une école à 70% féminine. Ouais, moi j'ai une réponse sur toi, sympa, mais du coup pour toi. Qui est, je sais pas, tu as pris le plus de risques. Et pas seulement en émergeant du public, parce que c'était pas non plus ce que tu as le mieux réussi. Enfin, j'étais un peu déçu, mais c'était sympa quand même. Bravo. Alors, merci pour Loa Casquet. Je ne sais pas si je dois m'identifier ou pas. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Bon, ouais. Je ne sais pas ce que vous avez contre... Enfin, vous avez dû avoir une expérience traumatisante ou des récits d'expériences traumatisantes. Je crois plutôt à ça. Bon. C'est pas grave, j'ai pas assez de temps pour corriger le tir, c'est trop tard. Mais je voulais juste saluer déjà la citation. Alors, est-ce que je me plante de Mulholland Drive? Voilà, super. Donc, et d'autre part, je voulais savoir si un silence à deux est-il plus bruyant qu'un silence tout seul? C'est pour ça que je suis chef. Vous voyez qu'il faut se méfier des ABF. Alors, je vais vous remercier pour votre question. Parce que juste avant l'épreuve, j'étais tellement stressé que j'avais le cœur que je sentais battre jusque dans mes oreilles. Et le fait d'être à deux, même lorsqu'on ne parle pas, je sens ton cœur qui bat aussi. Voilà. La réponse est dans votre question. Bien sûr qu'un silence à deux, ça peut être aussi plus calme et aussi plus tumultueux. Enfin, je pense qu'on a eu des exemples, on en aura d'autres. Moi, je retournerai à la question autrement. Est-ce que 3 fois rien, c'est mieux ou moins bien que rien? Et ça me fait un peu penser à ça. Mais peut-être qu'un silence à deux, c'est aussi plus facile à porter parce qu'on n'a pas forcément la responsabilité de devoir le rompre. On peut se déléguer sur ça. Donc peut-être qu'il est plus facile à porter. Le silence chaleureux dont il était question dans le discours, si vous avez suivi. Du coup, merci pour votre récit nostalgique sur ces 5 dernières années. Mais du coup, est-ce que vous avez appris à vous taire pendant ce temps-là? Tu le sais mieux que moi? Non. Au contraire. On s'est pas tu, mais j'en profite pour rebondir dessus, ce récit nostalgique. Toi, il t'a peut-être plus touché aussi parce que on a été en phase sur plein de choses, pas l'œdème, mais qui a, forcément, c'était très centré autour de gens qui ont eu un parcours scolaire classique, peut-être qui sont sortis du bac et qui ont sauté avec 1 ou 2 ans d'écart dans les études d'archi jusqu'au bout, alors que d'autres vont partir, d'autres arrivent après avoir fait des choses avant, ils viennent enrichir l'école ou ils viennent s'enrichir ici.
ça vient apporter une forme de diversité et d'autres modes de pensée, et qui sont peu reconnus, mais qui nous apportent beaucoup. Tu sais qu'elle a toujours pas fait de mana. On a le même âge. Moi, je voulais juste vous dire merci pour la mise en scène. Merci pour le rythme. Et gardez bien les silences quand c'est important. Bravo. Merci pour votre duo de choc. Alors, le silence des architectes, ça me fait associer au silence des gens du théâtre, et donc Claude Régis. Je ne sais pas si vous connaissez. Claude Régis, un metteur en scène incroyable, comme Kate Jarrett, qui lui aussi, avant d'écouter un de leurs spectacles, vous êtes dans un sas de silence. Et en fait, c'est vraiment très, très, très plaisant en fait, d'être dans ce silence-là. Pourquoi ? Parce que quand vous écoutez, ça c'est Paul Éluard qui disait « Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs ». Et en fait, ce sas qui dure, je ne sais pas combien de minutes, peu importe, mais un temps qui est suspendu, un espace-temps qui va épurer les cœurs et qui va permettre de plus entendre l'essence même en fait, de la vie. Alors là, on est dans la création théâtrale et musicale. Et vous, dans votre création architecturale, quels seraient les fruits de ces sas architecturaux ? Comment vous verriez ça ? Merci pour votre question, très, très poétique et très belle. Pour prendre un exemple tout proche de nous, pour moi, le silence avant la représentation en architecture, c'est quand on arrive à l'école, tout bon élève se doit de caresser le béton tant il est lisse et doux avant d'arriver dans l'école. Et c'est ça peut-être la respiration avant l'architecture. C'est la façon d'entrer dans le bâtiment, surtout à l'école. C'était beau ce que vous disiez, mais moi je me sens plus une sensibilité par rapport à la musique, par rapport à ça. Et il y a forcément ce silence qui marque le début de toute œuvre, qui est celui de la création du monde, comment on l'a qualifié, et le silence qui suit la fin de l'œuvre, que ce soit du classique ou autre chose. Même si on est survolté, il y a toujours ce moment de battement, de flottement, qui est celui qu'on va reconnaître. Et pour un sas d'architecture, je pense que du coup l'expression a du mal à rebondir, en tout cas à résonner en moi, parce qu'elle est trop liée, je l'imagine trop littéralement. Mais il y a des endroits qui sont emplis de silence. Ça renvoie à votre titre finalement. Quelque chose se prépare. On n'a pas su quoi, mais c'est peut-être aussi ça, l'architecture, préparer à une espèce d'état et une espèce de phase de silence avant d'entrer dans un lieu où le silence doit se faire. Voilà. Bon, je laisse ça à votre appréciation. Après, moi, vous m'avez tout embrouillé. Je ne sais plus. Moi, je suis d'accord avec vous, je ne sais plus quoi penser. Donc, vous nous avez dit, est-ce qu'il doit parler, est-ce qu'il doit se taire, l'architecte ? Moi, j'ai envie de lui dire, doit-on lui donner la parole ? Et là, je pense, j'ai une pensée pour Philippe Duffieux. Lorsque je dis à mes étudiants, vous irez voir tel architecte, vous l'interviewerez, vous lui demanderez comment il a travaillé. Philippe Duffieux, non, mais je ne crois pas aux entretiens, il n'en ressort jamais rien. On est toujours plus au courant qu'eux. Voilà. Donc lui ne donne pas la parole aux architectes. Ce qui fait que quelque part, je suis contente de souvent travailler sur des morts. Comme ça, la question ne se pose pas. Voilà, je ne sais pas comment vous rebondirez là-dessus. C'est bien parce que vous avez donné une image qui m'a fait arriver à une réponse pour votre question. Les maisons de Wright où on rentre progressivement, où les pavés se rapprochent et où d'un coup on se rend compte qu'il y a un toit par-dessus nous et qu'on vient de rentrer dans la maison. Et est-ce que les morts se taisent vraiment ? Parce qu'on donne la parole aux architectes, mais on donne tellement plus facilement la parole aux morts aussi. N'importe qui pourrait dire n'importe quoi une fois qu'il est enterré et qu'on se saisit de son œuvre, écrite, orale ou autre.
Moi-même, je l'ai fait avec Corbu, là. Sur le silence et la respiration avant l'architecture, ça m'évoque le travail qu'on a fait ensemble en rapport d'études aussi sur la reconstruction d'Alep, sur après les combats et avant la reconstruction, cette espèce de flottement, de silence où se bousculent en même temps 1000 questions, comment le faire, avec qui le faire, pourquoi le faire, et ça m'évoque beaucoup ça aussi, se poser, regarder l'état des lieux, prendre une grande inspiration et décider. Merci Louis et Chloé. On accueille maintenant Laura. Je vais prendre ce micro aussi parce que ça a l'air vachement kiffant. Je vais commencer par des remerciements parce que mes concurrents ou alors mes collègues nous offrent vraiment des shows vraiment incroyables ce soir et je suis très contente d'être là. Ce soir, ça a été chaud. Ça a été chaud pour arriver sur Lyon. Alors, je vais vous montrer comment je suis arrivée sur Lyon. J'ai trouvé en 15 minutes. Et heureusement parce que, en fait, je n'avais pas fait attention que ma correspondance Alès-Nîmes et Nîmes-Lyon n'était pas dans la même gare. Et j'avais 20 minutes pour atteindre mon train. Merci Mohamed de m'avoir pris en voiture. Mais ce soir, je suis là pour parler sur le silence à propos de silence. Et je vais reprendre la théorie de Juan David qui dit que selon les Romains, il y a 2 formes de silence. Casseo, qui est le silence par absence de mots, absence de son, et Sileo, qui est le visuel que je vous ai fait ce soir. Sileo, c'est le silence qui impose, c'est le silence matière, qui prend la place dans l'espace. Sileo se divise en 2 formes. Le sileo du dedans et le sileo du dehors. Le sileo extérieur prend sa place, il est chargé d'émotions, il est chargé d'histoire. Et sileo du dedans, c'est celui qui va permettre de nous accueillir nous-mêmes à l'intérieur, accueillir l'autre. Sileo du dedans et l'écrin de la création. Alors, pour illustrer ce propos, je vais vous parler de mon voyage à Rome de la semaine dernière avec les L3, qu'on a fait avec ce bon Éric Guillot. Et à Rome, nous avons vu tout un tas de choses merveilleuses. On a fait des visites effrénées. C'était la course. Mais on a presque tout vu. Presque. Tous ces monuments sophistiqués, magnifiques, m'ont un peu fatigué l'esprit, on va dire. Je me suis sentie vidée de toute cette bavardise, en fait. Les architectes, leur langage, selon moi, c'est le vocabulaire architectonique, avec lequel ils peuvent décider de s'exprimer ou pas. Et il y en a qui prennent leur place quand même, qui nous en mettent plein la vue, et d'autres qui décident de rester un peu plus humbles et d'être plus sympathiques avec nous, de nous laisser de la place. Donc au bout de 2-3 jours de visite, je me suis dit ça suffit, je fais une pause.
Et là, j'ai décidé d'aller visiter les ruines de Caracalla. Les ruines de Caracalla. Donc le silence des ruines. Et le silence des ruines, j'ai vraiment senti qu'il m'a habité pendant une bonne heure, voire 2, 3. Je suis restée 3 heures au milieu des thermes de Caracalla. Je vous conseille. Je vous le conseille. Et je me suis un peu perdue. Et oui, donc les termes de Caracalla, incroyables. Donc ces architectures finalement considérées mortes, enfin anciennes et qui partent en désuétude, nous laissent la place à l'imaginaire. On peut s'imaginer toutes les formes possibles et leur présence est bien réelle. Alors que, par exemple, devant la fontaine de Trévis, pleine de courbes, de contre-courbes, de sculptures, d'ornements, et j'en passe, on n'a pas la place de s'exprimer, et même à l'intérieur. Et je me dis que peut-être ça serait chouette, et je pense que c'est assez reconnu pour un architecte, qu'il soit compatissant avec ses usagers ou les personnes qui peuvent profiter de leurs architectures. C'est pas pour nous qu'on construisons des monuments ou des bâtiments, c'est pas pour notre ego, c'est un acte de donation de nous. Et donc là, alors je me retrouve un petit peu à court de mon texte, donc je vais m'asseoir et vous regarder et profiter de ce dernier moment avec le micro dans les mains parce que c'était vraiment une super expérience de prendre la place, de monter sur scène et de vous regarder droit dans les yeux. J'ai été super contente de pouvoir partager ça avec mes collègues. Bravo Arthur. Bravo Lali, bravo tout le monde. On devrait faire ça beaucoup plus souvent pour pouvoir s'exprimer en dehors des clous, en dehors des cadres, et pour justement aller chercher la création au fond de nous et nous trouver nous-mêmes avant de répondre aux règles. Je sais absolument pas depuis combien de temps je parle. J'espère que vous passez un bon moment. Là, je suis pile au milieu, c'est l'entracte du stand-up, parce que alors moi, je suis pas très rigolote, mais c'est plutôt du sérieux, quoi. On va chercher les tripes. Bon, voilà, grosse remise en question. Bon, je pense que je peux mettre fin à l'entracte et vous donner la parole, les jurys. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. En fait, Laura, si je comprends bien, vous avez cherché du silence à Rome, ou on vous a obligé à trouver du silence à Rome, ou vous êtes allée toute seule chercher du silence à Rome. Ça doit être très beau de trouver du silence à Rome, je pense. Parce que c'est une des plus belles villes où on peut trouver du silence, en fait. Ouais, je ne sais pas. Alors, à Rome, hormis la multitude de voitures et de touristes qu'il y a, moi, je parlais plus du silence, du langage, de l'architecture, mais je trouve qu'en soi, Rome, c'est pas une ville très silencieuse, sauf dans les parcs. Et l'Italie, c'est silencieux. On en trouve des endroits silencieux. Justement, j'en ai trouvé, et je suis partie à la recherche de ces lieux-là, mais je me suis rendu compte que c'était pas juste la nature qui rendait ce silence à l'espace, c'était l'architecture en elle-même aussi, parce que vraiment, à force de voir des ornements dans tous les sens, ce baroque, ce rococo, et ben en fait, j'arrivais même plus à regarder.
Et je me suis dit que j'avais envie un peu plus de tolérance envers moi-même. Et je me suis dirigée vers des architectures moins bavardes, plus silencieuses. Alors, vous nous avez évoqué le beau concept de bavardage architectonique. Et comme je vous connais un peu, pourriez-vous nous évoquer le silence des Cévennes, en revanche, puisque vous avez démarré par Alès Nîmes. Et oui, ce matin à 8h, j'étais encore dans le cœur du parc national des Cévennes. Et c'est pas silencieux là-bas parce qu'il y a des oiseaux qui chantent, il y a le ruisseau qui coule. C'est terrible. Non, il n'y a pas de silence là-bas, vraiment pas. Merci Laura. Donc j'allais poser la même question qu'Éric. Langage j'ai un peu du mal avec les architectoniques, enfin peu importe. Concernant le silence des ruines, est-ce que ça ne serait pas des occasions aussi d'écouter, dans cette visite que vous avez faite, vous êtes extrait peut-être de ce brouhaha romain qui attire beaucoup de personnes. Il y a quand même quelque chose aussi qui est très plaisant aussi quand même dans ce brouhaha. Il y a du théâtralisme aussi, je trouve, dans cette ville qui est quand même succulent. Enfin, on peut y jouer, il y a un côté très plaisant. Mais là où vous êtes allé, ce silence des ruines, est-ce que c'est pas des occasions d'écouter les ébauches de ces rêves, de ces architectes qui sont encore vivants, parce que vous les contemplez encore, vous contemplez encore leurs œuvres? Ah oui, oui. Je remets pas du tout en cause la beauté des monuments que j'ai pu voir. Et puis j'ai eu de l'introspection aussi devant, sur la place, devant la Villa Médicis ou ce genre de monuments. Mais moi, je vous parle vraiment. Je vous parle vraiment de la conception du siléo. Alors, je ne sais pas si je l'ai assez expliqué, mais vraiment imposé, chargé d'histoire, vraiment un vide qui est chargé et qui est matière. Et je l'ai vraiment ressenti que dans les ruines, devant les termes. Je sais pas si c'est... Mais quand vous contempliez ces ruines, est-ce que vous aviez cette image-là ou c'était une image beaucoup plus fleurie? Normalement, pour illustrer mon discours, j'avais fait un diapo de 8 pages, justement, pour montrer justement cet aspect fleuri dont vous parlez. Et en fait, j'ai décidé de garder la seule image qui représentait mon intention de ce soir sur le silence. Donc, on va dire que le noir représente l'espace matière, le silence matière, et le point blanc, c'est moi, et c'est le silence intérieur. Ok. Et est-ce que dans ce blanc-là, est-ce qu'il n'y aurait pas... parce que quand je vous ai écouté, moi, j'avais plutôt... je vous imaginais en train de contempler, mais comme s'il y avait des vibrations comme ça qui s'opéraient dans ces ruines, que c'était du blanc qui allait faire des vibrations sur ce noir. Moi, je le voyais plutôt comme ça quand je vous ai écouté. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que... J'avais pas le temps de faire un visuel assez sophistiqué. Non, mais là, c'est pas un visuel, mais là, maintenant, dans la conversation, est-ce que vous pourriez le transformer, ce visuel? C'est ça que... Ah oui, on peut tout faire. Mais après, ça, c'est une idée qui est à discuter, à débattre. Moi, je veux bien en parler pendant des heures. Et puis, une dernière chose, vous avez visité la chapelle Sixtine? Malheureusement, non, justement, j'ai choisi les termes. Okay. Parce que là, c'était savoir qu'il y a un lieu extrêmement visité. Est-ce qu'on... Voilà, mais bon, vous n'avez pas visité, donc la question n'est pas d'actualité. Merci. Non, merci d'avoir évoqué ce silence des ruines. Vous étiez la première à le faire, je crois. Est-ce que... je ne sais pas, une bonne architecture est une architecture qui vous impose le silence? Oui. Vous m'ôtez les mots de la bouche, j'aurais pu dire ça vraiment dans mon discours là ce soir. Et
Ouais, c'est ça. Qui m'impose le silence et pas tout un tas d'analyses. En fait, elles se font d'elles-mêmes, mais elles se ressentent de l'intérieur et il n'y a même pas besoin de poser des mots dessus parce que finalement, poser des mots, c'est réducteur sur une idée ou un concept. Et le silence et l'émotion fait plus que des mots, je pense. Même au niveau de la transmission, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, moi je vais voter Jean-Luc Letouze parce qu'il est il est dans toutes nos réunions, c'est le délégué, il est à la CFVE, je vais pas me faire chier. Et j'espère qu'il va nous faire rigoler, parce que là c'est hyper sérieux. Je trouve vraiment admirable l'histoire de faire taire la bavardise, hein, c'est ça ? La bavardise des architectes. Alors, j'ai 4 points presque. Le premier point, c'est que ce romantisme serait la mise en silence des architectures trop bavardes. Donc, merci d'avoir mouché Benjamin. Hein. On n'est pas filmé de toute façon. Hein. Merci d'avoir mouché, je veux dire, les... Oh, mais je t'entends quand même, Gilles. Oh, merde. Oh non, il est là. Alors, je vais passer directement au deuxième point. Hein, parce que c'est après les histoires de postmodernisme, tout ça, là. Je ne voudrais pas avoir des problèmes en CFVE, hein, ni avec le délégué étudiant, ni avec le président de la CFVE. Mais j'ai trouvé ça très, très important, même si c'est moucher les architectes en général, et aucun enseignant en particulier, on est bien d'accord. C'est pas tourner le dos, par exemple, à un programme imposé avec certaines étapes bavardes, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je dis ça au Zoom aussi. Alors, le deuxième point, il est très sérieux aussi, c'est taisez-vous El Kabbach. Alors, je ne sais pas si les jeunes se souviennent de taisez-vous El Kabbach. Si. Taisez-vous El Kabbach, c'est Georges Marchais qui disait à El Kabbach, taisez-vous. Et quand Georges Marchais disait taisez-vous El Kabbach, ça faisait plaisir à Eric déjà. Et ensuite, ça veut dire qu'il disait pas seulement taisez-vous El Kabbach à l'individu. Il disait le système médiatique au service du système dominant, la superstructure, etc. Je ne veux pas... Hein, c'est ça, hein, c'est fini. Ça veut dire que je ne veux pas vous répondre sur le terrain sur lequel vous m'amenez. Alors, je vois un petit écho aussi où on pourrait dire aujourd'hui taisez-vous El Kabbach aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut répondre au terrain sur lequel on pourrait nous amener sur un débat d'entre-deux tours, par exemple. Mais on ne va pas parler politique. Hein. Mais on pourrait parler architecture. Et je ne parle pas du postmodernisme et de l'altermodernisme. Hein. N'est-ce pas, Benjamin? Il n'est plus là, chouette. Il n'est plus là. Non, je vais pas te donner la réplique à chaque fois. Hein. Et ensuite, le silence, moucher les architectures, refuser et demander à se taire aux éléments du débat tel qu'il est posé, ça mène aussi à une réponse tout aussi politique, c'est le silence du printemps, j'ai noté le printemps silencieux. Le premier bouquin écoféministe en 62 de Madame Carlson, etc., qui finalement par le silence et la dénonciation du silence, et je crois qu'on a perdu 3 quarts de moineaux à Paris ces temps-ci, après qu'ils aient disparu à Londres, etc., pose une question où le silence est assourdissant. Et donc, je m'excuse de ne pas faire de blague de cul, alors que c'est quand même une séance d'éloquence. Je me demande s'il n'y a pas un non-dit sous-jacent dans tout ça. Un gros non-dit, en fait. Je pense qu'on l'a bien ressenti. Je trouve que c'est génial. Et j'espère que le candidat suivant nous fera un peu plus rigoler. Bon, alors moi, je vais juste répondre à Benjamin Chavardès pour lui dire et pour vous dire à tout le monde que je n'attaque personne. Et d'ailleurs, le fondement de ma réflexion pour le discours, je pense, est né pendant une discussion que j'ai eue avec Benjamin en Italie. Bravo, Benjamin. Plus 2 pour les leçons de Rome. Laura, merci. Par rapport à l'architecture silencieuse, j'avais une question par rapport à l'Opéra de Lyon et Tout ce noir. Pensez-vous que c'est une architecture silencieuse? L'Opéra de Lyon?
Grande réflexion. Non, je pense que c'est une architecture qui en dit beaucoup par l'usage, parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui ont un usage bien défini et du coup, c'est comme une expression. Enfin, on ne peut pas changer d'usage pour les choses qui ont été construites, enfin l'architecture qui est en place. Et voilà. Et si vous parlez de musique, après, c'est pas l'architecture qui fait la musique. C'est bon. Merci Laura. Je tiens juste à rappeler qu'à la fin du concours, il y aura un prix du public décerné. Donc en fait, vous aurez une petite mallette et vous pourrez voter pour votre coup de cœur ou votre candidat préféré. Voilà. Merci Jean-Luc. Bonsoir à tous. Bravo! Excellent, hein? Ah, ça. Bon, puisque j'ai la large mission, la difficile mission de faire rire, apparemment, vu que je passe après l'entracte. Bon. Non, moi, j'aime bien commencer par un peu un bilan des épreuves passées. Surtout que le jury a un peu évolué au fil du temps, il vogue. Bon, il y a toujours les incontournables, les deux piliers. Je dirais pas la suite. Mais voilà, la première épreuve, j'étais assez... voilà. C'était la première épreuve, il faut le temps de se lancer. C'est toujours un peu difficile. On a une mission assez difficile de commencer. Tous les candidats au concours d'éloquence savent de quoi je parle. Et ensuite, il y a eu donc cette deuxième épreuve où j'ai pris un peu mes aises, peut-être un peu trop. Voilà, c'est quelque chose que je me dis, bon, j'ai peut-être été un peu loin, mais apparemment, je vois que ça a donné peut-être des idées aux autres. Et donc ça, c'est génial, parce que c'était aussi le but, que chacun puisse se reconnaître aussi un peu dans avoir un grain de folie, de dire, ok, moi j'y vais, je me mets au centre. Et j'essaye de parler à tout le monde, d'être au plus près de vous. Et là, quand je vois ce qui a été fait ce soir, je me dis, bon, finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À part faire la pirouette, une roue, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Parce que là, clairement, ils ont mis la barre tellement haut, bon, je ne sais plus quoi faire. Bon, de toute façon, je suis toujours en impro, hein, vous avez vu, le post-it, il est là. Au moins, il n'y a pas de risque de perdre ses notes. Voilà, bon. Et donc, alors, cette épreuve, donc, je ne sais plus s'il y avait un visuel, voilà, le visuel, il est là. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. La raison, elle est assez simple, c'est que donc on nous a demandé un visuel. Donc moi, je considère le visuel comme, je me suis dit, c'est un singulier qui implique des pluriels. Sauf qu'en fait, non, on m'avait dit c'est un seul visuel, un document. Bon, comme d'habitude, j'ai pas compris les consignes. Et donc je me suis dit, bon, quitte à scinder tous mes diapos que j'avais fait, bon, j'avais prévu un cours de 2 heures, mais bon, bah autant faire le têtu, parce que moi je suis moitié breton, moitié normand, comme dit ma mère, une fesse de chaque. Et donc je me suis dit, fais le têtu, propose une page blanche. Bon. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais c'est vrai que l'architecte, moi je pense que parfois, il faut savoir écouter. Il est parfois trop bavard. On peut citer par exemple notre maître à tous, Le Corbusier, qui a écrit pas moins de 47 livres seulement. Donc comme quoi, des fois, être trop bavard, c'est peut-être pas forcément ce qu'on retient le plus. Quoique, avec Corbusier, on l'a bien retenu quand même. Ensuite, il y a le silence en architecture. Le silence nous impose, quand on rentre dans des monuments, des églises, des monuments religieux, mais à la fois d'autres bâtiments. Bizarrement, on se retrouve assez bien dans le silence. On aime contempler, quand il n'y a pas toute une ruée de touristes devant nous. Mais voilà, Laura parlait de Rome, de Caracalla. C'est vrai que moi, je m'y suis beaucoup identifié aussi. C'était vraiment un lieu magnifique. On se rend compte que c'est une toute autre échelle. C'est vraiment, ce bâtiment, ouais, ça serait clairement la définition du silence. C'est immense. Pour ceux qui ne sont pas allés, vraiment, oubliez tout ce qu'il y a à Rome, allez que à Caracalla.
Monsieur Chavardès, n'écoutez pas, s'il vous plaît. Surtout que c'était pas au programme. Ensuite, il y a des lieux comme... moi, je vais vous parler un peu d'une expérience. Par exemple, le cimetière du Père-Lachaise. Moi, c'est un endroit magnifique à Paris, que j'aime beaucoup. Bon, ça peut paraître lugubre, un cimetière. Mais clairement, je vous invite, si vous allez à Paris, à déambuler dans le cimetière du Père-Lachaise. C'est un endroit c'est vraiment une pause dans la ville, un silence qu'on ne peut pas toucher avec des mots. Je trouve que c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Mais après, pour parler un peu plus du sujet, j'ai beau regarder mon truc, il n'y a rien qui apparaît. Bon. L'architecte, avant tout, c'est quand même quelqu'un qui a beau parler, il parle beaucoup, mais il reste quand même méconnu du grand public. Voilà, on ne sait pas ce que fait l'architecte. Bon, on sait qu'il dessine. Bon, voilà, on ne sait pas qu'il est peut-être passé sur l'ordi depuis certaines années. Et aussi, on ne sait pas réellement son rôle. Et moi, je pense avant tout, l'architecte, c'est quelqu'un qui a des convictions, des idées, qui a une certaine des notions un peu, même au-delà, politiques. Donc Laura nous parlait tout à l'heure de l'éloquence, que ce concours était la porte ouverte à l'expression et qui nous servirait dans notre métier d'architecte. Et donc là, j'ai envie de me tourner vers le président de la CFVE et monsieur Éric Guillot, directeur des études, même madame la directrice. Quand est-ce qu'on met en place des cours d'éloquence ? Moi, c'est une question que je vous pose. J'attends la réponse tout à l'heure. Et je me dis que voilà, on a un rôle à jouer en architecture. Il faut vraiment faire quelque chose. Que là, comme on a pu parler aussi de la présidentielle, voilà, c'est un sujet. Je ne vous parlerai pas de politique parce que c'est pas l'idée. Monsieur de Seldaville le fera très bien. Mais oui, la politique, c'est important. Et là, ce débat entre deux tours, moi, je me suis rendu compte que parmi tous les candidats qu'il y avait, très peu, pour pas dire aucun, on parlait d'architecture. Pourtant, l'architecture, c'est le seul truc qu'on est obligé de subir, entre guillemets. Voilà, on n'a pas le choix, il faut bien vivre quelque part, il faut bien travailler quelque part. On la côtoie en permanence, dans la ville, à la campagne. Et je me dis, il faut faire quelque chose. Pourquoi il n'y a aucun candidat qui ne parle d'architecture ? C'est quelque chose qui est quand même assez hallucinant. Donc moi, je vous propose, la semaine prochaine, de ne pas voter Emmanuel, de ne pas voter Marine, votez Le Touzé. Merci à tous. Il y avait quand même un visuel au final. Du coup, Jean-Luc, au fil des concours, tu nous as parlé de tes origines, donc du camembert, du tracteur, aujourd'hui de tes fesses. Et moi, j'aimerais bien que, du coup, tu me parles du silence normand. C'est quoi pour toi ? Il faut un silence pour y réfléchir. Je dirais que le silence normand, je ne suis pas persuadé qu'il existe. En Normandie, on a quand même un franc-parler, on a le patois. Et peut-être que ce que je m'identifierais dans le silence, c'est peut-être quand je vais chez mon grand-père, qui me raconte ces histoires qu'il a pu entendre, avec ce qu'il a vécu pendant la guerre d'Algérie, ce qu'il a vécu en tant qu'agriculteur dans ma commune. Et là, en fait, quand on va chez lui, bon, souvent, c'est comme il l'appelle à l'heure intelligente, c'est-à-dire vers 18h30. Vous avez compris pourquoi. Et on se noie dans ses paroles et voilà, on l'écoute pendant des heures et ça c'est vraiment pour moi le silence qui est vraiment le plus représentatif de la Normandie, un terroir qu'on tâche de préserver, de partager. Bien, cher Jean-Luc.
après le Père-Lachaise et la Normandie, et l'heure intelligente, nous retenons le concept. Merci de cet apport à notre culture. Bientôt l'heure intelligente. Celle-là, je l'avais gardée en réserve. Le silence des architectes, c'est l'équivalent du silence des agneaux ? Je ne sais pas si c'est aussi doux et poétique, mais l'architecture a aussi ses petits bains de sang, on peut dire que c'est comme ça. Il y a un peu des hauts et des bas. Comme en tant qu'étudiant en architecture, le projet, comme on l'a pu le voir avec Arthur, il passe ou il casse. Mais bon, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette question. Mais je renote quand même que vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous donne rendez-vous à la prochaine CVE. Excellent. Donc maintenant, c'est à tout le public de se mobiliser pour venir faire des cours d'éloquence. Et l'année prochaine, moi je ne serai pas là, mais vous serez là. Merci Jean-Luc. Alors je voulais savoir, déjà, j'ai une première question. Pourquoi Le Corbusier, c'est votre maître? Ou pas qu'à vous, hein, mais ici. Enfin, moi, je suis pas architecte, alors voilà, je voudrais savoir pourquoi Le Corbusier est votre maître. Bah, moi, je dirais que c'est peut-être la culture commune qui veut ça. Tous nos enseignants nous en ont parlé. Ouais. On a eu beaucoup de cours sur le sujet. Et ça reste quand même, pour resituer dans son contexte son époque, pour moi, ça reste un architecte avec des idées très novatrices, qu'on peut regarder aujourd'hui avec un regard beaucoup plus critique et différent, mais qui, sur l'ensemble de son œuvre, a proposé beaucoup d'idées qui restent à l'heure actuelle encore d'actualité. Et je pense en ça peut être, oui, notre maître à tous. Et est-ce que vous ne pensez pas que Le Corbusier est un peu moins silencieux que Charlotte Perriand? Terrain glissant du féminisme. Pas du tout. Ah non, c'est trop facile. Non. Trop facile. Non, c'est pas une question de féminisme, là, c'est une question d'honnêteté. C'est pas pareil. Oui, clairement, Charlotte Perriand est bien moins mise en valeur. Et ça c'est... Je pense que quand même depuis déjà quelques années, on l'a plus mis en valeur, moins que Le Corbusier, bien sûr, mais elle a quand même aussi beaucoup apporté à Le Corbusier, et je dirais même que, de manière générale d'ailleurs à l'architecture, et que c'est un peu un travail d'équipe, que ils ont beaucoup collaboré ensemble, et voilà. Peut-être que c'est vrai qu'elle reste moins connue, peut-être auprès du grand public. Mais pour autant, ici dans la salle, je pense qu'on reconnaît tous son travail qui est d'une grande qualité. Ouais, malheureusement, elle est moins populaire que Le Corbusier. Et on peut dire quand même que Le Corbusier s'est vraiment inspiré d'elle. C'est de l'inspiration, je pense. Hein. J'avais vu une exposition à Saint-Étienne. Dans le bâtiment, la cité radieuse. Non, c'est à Marseille, mais il y a une cité radieuse, non, à Saint-Étienne aussi. Et là, je découvrais tout le travail de cette personne, pas de cette femme, de cette personne, et qui était extrêmement brillant. Voilà. Donc là, je me suis dit, ah mais oui, mais donc Le Corbusier, d'accord, je comprends, il y a Charlotte dans sa création aussi. Oui. Alors, Jean-Luc, je constate que nous avons une communion spirituelle, puisque quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé Le Corbusier était trop bavard, et j'ai pensé que l'architecture silencieuse, c'était effectivement peut-être l'architecture funéraire. Donc nous sommes en communion totale. D'ailleurs, la tombe, hein, le dernier mot de l'architecte peut-être, avant le silence. Si, au 19e siècle, souvent, alors c'est mon côté professoral, là, l'architecte se préoccupe de son monument funéraire. Alors, est-ce que ça, c'est une idée qui vous a déjà traversé l'esprit à vous, hein, voilà. Donc voilà, blague à part. En tant qu'historien, notre rôle n'est-il pas de faire parler ceux qui n'ont pas parlé? Parce que l'historiographie,
a retenu ceux qui ont beaucoup parlé. Et voilà, on peut se demander si est-ce qu'on a mis sur un piédestal ceux qui avaient beaucoup parlé de leur œuvre et que certains sont restés dans le silence. Voilà. Bon, bref. Alors là, c'est là où toutes et tous, puisque c'est notre dernier candidat, je vous invite quand même à réfléchir à la grande responsabilité que vous portez pour les générations et les promotions à venir, de m'avoir fait participer au jury, puisque vous m'avez donné plein de nouvelles idées de questions de dissertation. Alors, parce que voilà, vous étiez parfois très, très déstabilisé par les sujets que je vous posais, mais maintenant je vais vous demander silence de l'architecture, architecture du silence. Je vais vous demander l'architecture parlante est-elle une architecture bavarde? Donc pensez donc à ça, voilà, pour les générations à venir. Une dernière réflexion, Jean-Luc. Quand je vois cette image là comme ça, un peu flippante quand même, et que je vais vous avoir en face de moi en CFVE, ça va quand même être compliqué, quoi. Donc voilà, et n'oubliez pas, cher Jean-Luc, que le cimetière, c'est un programme d'avenir. Il n'y a pas de chômage dans ce domaine-là. Je subis moi aussi un effet de contre-plongée par rapport à cette affiche électorale qui est très troublant. J'y reviendrai à la fin pour poser une question de détail sur la construction graphique de la chose. Alors, d'une part, tu sais où est la tombe des Frères Lumière à Lyon? Non. Non, parce que le cimetière de la Guillotière, au moins aussi intéressant qu'un cimetière du Père-Lachaise, sauf qu'il ne va pas du café Chanteclair, place Gambetta, au café de l'Industrie, rue de la Roquette. Tu vois, c'est pas le chemin le plus court pour aller d'un café à un autre. Il va d'un endroit déplorable à un autre endroit déplorable. Mais les Frères Lumière sont enterrés là-bas, avec un monument magnifique, et le cimetière de la Guillotière se visite aussi pour intérêts architecturaux plutôt que la belle heure. C'est quoi l'expression? L'heure intelligente. Donc tu passes à 18h30 au cimetière du Père-Lachaise, c'est ça? Ah, c'est vous qui le dites, pour les cafés, moi je... La seconde réflexion, c'est que sur les réunions ENSAICO, il y a 3 ans à Montpellier, il y a eu 10 items sortis des étudiants, dont un qui était des cours d'élocution. Bravo. Bon, après, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, surtout en ce moment. Ensuite, je ne voterai pas pour toi, sans doute, parce que j'ai appris incidemment que tu n'étais pas là l'année prochaine, et je ne vois pas pourquoi je failloterais un membre de la CFVE qui n'y sera plus l'année prochaine. Donc, fin de la parenthèse. Enfin, sur cette image qui nous impressionne tous et qui nous écrase, j'aimerais savoir où sont les petits éléments mystérieux que tu as rajoutés, et que tu disais, je leur ai tous montré ça, ils ne l'ont pas vu. Alors, peut-être le A dans le rond, qui fait un peu occident ou autonome. Je ne sais pas si tu l'as ressouligné. Dans l'ordre des architectes, je ne vois pas ce truc un peu crypto-fascisant, qui, là, me fait peur. Ensuite, j'ai bien vu le tracteur. Est-ce que tout le monde a bien vu le tracteur qui se cache à droite de la colonne, à droite de la colonne de droite? Qu'est-ce que tu as rajouté? Il y a bien la flamme qui serait située quelque part. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est le petit côté grivois qui est obligatoire dans ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans cette image qui ne serait pas le tracteur ni la flamme? Pour la flamme, je répondrai un silence, ce sera mieux. Non, vous pouvez voir dans ma poche la fameuse Bible, le Corbusier, dans l'autre poche. C'est marqué le Corbusier, le grand. Eh oui. Bon, vous avez repéré le fameux T qu'on n'utilise plus beaucoup, à part en L1. Après, on passe très vite sur l'ordi. Et le dernier petit clin d'œil, mis à part le tracteur, comme on a pu le voir, c'est également les 2 petits blasons de chaque côté qui représentent mes origines. Voilà. Moi, je voulais juste ajouter que pour moi, le meilleur cours d'élocution, c'est d'apprendre à faire court. Et d'être sobre dans son expression, d'une part. Et puis, en vous écoutant, j'avais envie de dire qui conçoit clairement énonce clairement. Je propose qu'on conclue là-dessus. Ah, il est bien,
Merci Jean-Louis. Bon, du coup, normalement, c'était Chloé, mais de ce que j'ai compris. Oui, bien sûr, il est là. Eh bien, du coup, le temps de délibération. Et puis, pour vous, amis publics, le prix du coup de cœur. Votre attention, s'il vous plaît, Madame la directrice. Merci, oncle Def. Alors, vous avez vu qu'on a mis un certain temps, c'était pas facile. On n'avait pas tous. Ça a été difficile de discuter. On avait tous des avis partagés, mais on arrive à quand même une convergence, on va dire, une confluence. Donc, premier prix, ex aequo. Je n'ai pas de suspense, donc ex aequo. Louis et Chloé. Mais donc vous vous débrouillerez, vous avez transgressé le règlement, vous vous débrouillerez pour gérer en garde alternée le trophée. Deuxième, Laura. Voilà. Troisième, Jean-Luc, en espérant qu'il ne sera pas président. Et Arthur, coup de cœur pour nous, voilà, mais quatrième prix. Du coup, on va faire venir tous les candidats, s'il vous plaît, nous rejoindre. Tous, sans exception. Tous. Rémi aussi. Tous les candidats qui ont participé au concours Éloquence. Bon, alors bonsoir à tous déjà, je me présente, je m'appelle Jules. J'ai eu l'honneur, vraiment et le plaisir de donner cours à tous les candidats que vous pouvez voir ici. Et c'était un réel plaisir de pouvoir apporter un petit peu la patte théâtrale, la patte du comédien. Je suis assez ému parce qu'on a passé du temps ensemble quand même. Et j'ai vu une grande évolution à l'intérieur même des cours. Et je pense que quand on transmet, en tout cas pour moi, le plus important, c'est de les voir s'épanouir et de prendre du plaisir. Et ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir en prendre. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui n'a pas d'auteur spécifique, mais un excellent maître, c'est aussi un excellent élève. Et il y a aussi un bel orateur, c'est aussi quelqu'un qui sait écouter. Et ce soir, je me sens très bel orateur, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Je voudrais vous remercier et aussi vous dire bravo, parce que c'est vrai que quand on est spectateur, on est confortablement installé. C'est pas forcément évident de prendre la parole en public. Et vous l'avez fait, vous avez pris énormément de risques. Et ça me fait plaisir parce qu'on en a parlé. Et ça me touche beaucoup que vous ayez pris ces risques-là ce soir. Et je voulais vous remercier pour ça avant de passer au coup de cœur du public. Pour moi, c'est un coup de cœur pour vous tous et c'est pas démagogue de ma part. Vraiment. Merci à vous.
Donc maintenant, quel est le vôtre? Quel est votre coup de cœur? On va le voir, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a 60 réponses quand même. Ça. Donc pour la forme et pour que tu l'entendes dire, le coup de cœur du public est attribué à Arthur. Alors du coup, ça va être un peu compliqué pour le premier prix parce que on n'en avait pas prévu deux. Mais du coup, on va appeler Louis et Chloé. Bravo Louis et Chloé. Ensuite, en seconde place, Laura. Bravo Laura. En troisième place, Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Il y a plein de cadeaux partout. En coup de cœur, du coup, on a Arthur. Sponsor Ensa. En quatrième position... ah non, du coup, j'ai rien dit. Bon, du coup, après, on a des lots offerts par le Géant des Beaux-Arts pour tous les candidats. Donc voilà, avec des petits goodies à l'intérieur. Voilà, merci beaucoup. On vous remercie et on vous propose d'accéder au buffet.